Bonjour, bienvenue à Hogwarts. Aujourd'hui, on va étudier donc les diviseurs d'un nombre n et de façon pyramidale. Alors, soit n appartenant à n, l'ensemble des diviseurs, si... alors, on va dire que n, par exemple, on peut considérer que n... Aujourd'hui, j'enregistre d'ailleurs avec le... Je vais essayer d'enregistrer avec le gros micro. Je vais essayer d'utiliser le micro du téléphone pour enregistrer là. Je vais essayer de parler suffisamment fort. Et donc, imaginons n. Voilà, ça marche, toujours on passera le micro. Imaginons n égale le produit de p... on va faire l'indice IK. Le K égale 1 à M de IK et alpha IK. Avec PIK, donc c'est des nombres premiers, et alpha IK, des entiers naturels, plus grand que 1, donc 0, plus grand que 0, donc des entiers naturels. Hop, et alpha IK, donc ça c'est une décomposition en facteur premier. Alors imaginons que D divise N, si D divise N, c'est que l'ensemble des diviseurs de D, imaginons que l'ensemble des diviseurs de D va diviser N. D'accord. C'est-à-dire que si j'ai un nombre premier qui divise D, alors il divise N. Donc, si on prend la décomposition en facteur premier de D, ça sera la même, sauf qu'il y aura moins d'exposants. Voilà. Donc, imaginons N est égal produit de I égale 1 à N de facteur premier. Imaginons maintenant l'ensemble P. Imaginons l'ensemble P, on va dire c'est... alors P est égal à un ensemble ordonné, P1 inférieur à P2, inférieur à P3, inférieur à P infini, on va dire. Alors on va raconter à l'infini. Ça c'est l'ensemble des nombres premiers. Là j'ai mis l'ensemble des nombres P, P1, P2. Ça peut être 2, on va dire 2, 3, 5, 7. Ça peut être ça, mais ça peut être un autre ensemble de nombres premiers. Alors que là, il y en a plus que là. Là c'est PIK, là ils sont indexés. PIK, ça peut être P3. Là, je les ai tous, par contre. Là, P, ils sont tous là. Donc, on va dire soit l'ensemble des nombres premiers classiques, soit un autre. Ça, c'est l'ensemble des premiers P. Alors, là, j'ai N, ils écrivent donc comme des compositions comme ça. D, donc, c'est un sous-ensemble de celui-là. Vous avez compris. Donc, imaginons N. N, on va dire N. Maintenant, on va le voir comme un vecteur. N, on va écrire N comme un vecteur. Il faut que vous rentrez ça dans la tête. N, maintenant, on va l'écrire comme un vecteur. N, c'est le vecteur. On peut l'écrire en comme ça ou dans l'autre sens, dans le sens qu'on voudra. On va dire c'est le vecteur on va dire A1, A2, A3, à l'infini. Hop, il y en a à l'infini. 1, A2, A3. Avec les AI. On va dire ça appartient à N. Je peux dire. Pour l'instant. Sinon, plus tard, on pourra dire Z. Si on veut sortir des entiers naturels et des rationnels. Sinon, Z. Pour l'instant, on va dire les AI appartiennent à N. Donc, dans notre cas particulier, on a PIK, alpha IK. Ça peut très bien être 0, 0, alpha I1, par exemple. 0, alpha I2. Donc ça veut dire que là le PI1, ça sera le troisième. Pardon, c'est l'exemple. C'est une façon de l'écrire. Sinon, on peut considérer tout de suite que quand on fait la décomposition en facteur premier, on les met tous. Avec les exposants 0 également. On peut faire ça comme ça. Donc on peut voir notre vecteur comme un truc comme ça. Là, c'est la décomposition. Donc, notre décomposition en facteur premier, on peut l'avoir directement comme un vecteur. Donc, si on prend N, N décomposition en facteur premier comme ça, du type 1 à N. Donc là, on a N est égal à produit dpi puissance AI de I égale 1 à l'infini, ce coup-ci. C'est une décomposition différente. Là, c'est la même que celle-là, sauf que là, les termes nuls, on ne les a pas mis. Là, on a aussi mis les termes nuls, donc la I nulle. Et donc, par contre, elles sont à support fini, ces décompositions. Donc pour l'instant, quand on prend l'ensemble des entiers naturels tel qu'on le définit habituellement, c'est un truc comme ça, avec une base qui est comme ça, mais un support fini. On peut aussi imaginer des supports infinis, qu'on fera des produits infinis. Donc là, on a un produit, comme ça. Support fini, bon. On va rester pour l'instant sur l'idée du support fini simple, de l'ensemble naturel simple, avec 2, 3, 5, 7, 5.
Il reste encore un peu de place en bas en même temps. On pourra tout rajouter plus tard. On va essayer de m'appliquer là. Hop. Comme ça c'est bien fait. Je vais pas tout déchirer ce coup-ci. Alors, on en est là. Alors, on repart sur notre ensemble des entières naturelles simples. Support fini. L'entier naturel. Donc là, c'est appartenant à n. L'ascendant en premier, c'est celui-là. On va étudier n. Donc n, comment dire n, donc on va l'écrire quand même comme ça. Et alors, dans une pyramide arithmétique, on imagine un truc comme ça. Ça sera en 2 dimensions, 2, 3. Puis on va rajouter la dimension 5 pour faire un tétraèdre. Puis après, imaginons là, hop, ça c'est une dimension 7. Imagine le tétraèdre comme ça, les trucs qui s'empilent comme ça. Et puis la dimension 11. Dimension 11, donc on a l'image comme ça, puis qui fait des tétraèdres comme ça. Avec en 11 comme ça. Il faut l'imaginer vraiment comme ça, un tétraèdre qui est appliqué dans un autre tétraèdre. Et donc tout ça, ça ne porte que n. N à la base, n, quand on donne n, ça sera toujours, enfin pas toujours, mais en tout cas, il faut le voir comme un point. On va retourner en dimension 2 directement. C'est un point ici, là. Un point de l'hyperplan. En dimension 3, ça serait n, il serait comme ça. Dans l'hyperplan, on va imaginer qu'on cadre l'hyperplan comme ça. Hop. On va dire n, il est ici, par exemple. C'est un point de l'hyperplan. Et en dimension supplémentaire, ça sera pareil. Ça sera un point quelque part dans l'hyperplan. L'hyperplan, donc, comment dire, quand on définit un espace vectoriel, un hyperplan, c'est pas, là c'est un hyperplan affine déjà, faut le voir comme ça. C'est pas un hyperplan d'espace vectoriel. Un hyperplan, c'est juste le sous-ensemble de dimensions juste inférieures à l'espace. C'est juste ça, un hyperplan. Si j'ai un espace de dimension n, j'ai un espace de dimension n-1, ça sera ce qu'on appelle un hyperplan. Après, bon, là c'est un hyperplan affine. C'est un hyperplan affine, mais ça reste un hyperplan. Souvent, j'emploie le terme hyperplan à la fois pour déterminer l'espace de surface donc, de notre pyramide. C'est juste un espace de surface, c'est juste une surface. Mais pour autant bien que ce soit une surface, c'est une hypersurface. Donc j'emploie le terme à la fois pour déterminer la surface de la pyramide, mais également le terme hyperplan, j'emploie pour déterminer la surface, et de manière quantique de la pyramide. En gros, c'est comme une surface d'une épaisseur d'une brique. Donc j'emploie le même terme pour ça. Donc à la fois pour déterminer la surface, vraiment le plan de dessus de la pyramide, et sous une épaisseur, je prends toute l'épaisseur sur une coupe donnée, 2, 3, 5. Je prends une épaisseur de briques et j'appelle ça également l'hyperplan. Donc, et bon, pour l'instant, je me comprends. Si j'arrive à me comprendre, vous y arriverez. Donc, on prend là-dessus. Un point, il sera là. C'est-à-dire, n, il est forcément. Si on va prendre la pyramide, quand on dessine une pyramide, on la dessine pour une valeur. Alors, en 2, j'ai déjà expliqué en dimension 2, 3. Et les autres valeurs, c'est pareil. On détermine la valeur. On va écrire donc une pyramide. On prend n appartenant à n, on prend un ensemble de nombres premiers, on va déterminer donc la pyramide définie soit par tous les nombres premiers jusqu'à l'infini, on peut dire, soit juste les nombres premiers inférieurs à n parce qu'ils sont ordonnés, ça suffira bien. Donc on peut, parce que des dimensions infinies, on a toujours du mal. Alors que si on prend juste les nombres premiers inférieurs à n, tout de suite on a une dimension finie, c'est plus simple. Donc on va prendre la pyramide définie par les nombres premiers inférieurs à n et de valeur n. La pyramide est de valeurs. En gros, ça veut dire une pyramide, elle monte ou elle descend, et elle monte jusqu'à une certaine valeur. Et quand elle monte jusqu'à la valeur n, donc, quand elle monte jusqu'à la valeur n, la pyramide, on dit que le point n est donc appartient à l'hyperplan de la pyramide, et il est là, il est quelque part sur la surface. Si par contre, c'était pas la pyramide de valeur n, mais de valeur un autre n, alors le n pourrait être soit en dessous, soit au-dessus, ailleurs. Et là, je vais faire donc la pyramide de valeur n, définie par le nom premier juste inférieur à n. Alors le point n, il sera quelque part là sur la surface, ici. Ici, là, ou quelle que soit la dimension. Alors, les diviseurs de n dans ce cas, si on regarde dans 2, 3 par exemple. Deux, 3, ça peut être n'importe autre chose. On va dire P1, P2. P1, P2. Imaginons
P1, P2, c'est même pas P1, alors P alpha, P bêta. Alors P alpha, P bêta, c'est ces deux nombres premiers. Imaginons ils font partie de la décomposition qui est là. D'accord, ils en font partie. On a P alpha qui divise. P bêta, ils divisent aussi. Les deux divisent. Et même ils font partie des pays alpha, des pays K, je veux dire. On va dire P bêta, c'est égal à PI1, par exemple. Et lui, c'est égal à PI2. On peut choisir ça. Hein. Puis c'est PI1, PI2. Pn, donc, il y a le n. Dans une pyramide de PI1, PI2, on aura, donc n, par exemple, n est égal à PI1 puissance alpha I1, point PI2 puissance alpha I2, multiplié par Q, on va dire. Ça, c'est n. Et Q, c'est le produit des trucs qui restent. Donc PI1 puissance alpha I1, PI2 puissance alpha I2. On prend PI1, PI2, n. Alpha I1, ça peut être ici. Alpha I1 qui est là. Alpha I2, il est là. Et là, on a notre truc qu'on peut appeler, P, quoi. C'est égal à P fois Q, quoi. Là, on a notre truc P. Après, on a Q, mais c'est Q, c'est dans un truc là. Q, il sera ailleurs, genre, avec des autres nombres. Si on prend P, juste P, là, c'est diviseur, c'est PI1, PI2. Ça sera une pyramide de dimension 2. Donc, ça sera un truc qui sera fait comme ça avec des briques. Hop, on est d'accord. D'ailleurs, là, j'ai les carreaux, là, j'ai pris les carreaux, j'aurais pu directement dessiner les carreaux. Bon, ça aura l'ensemble des diviseurs. Imaginons, là, ce sera des carreaux, quoi. On va utiliser les carreaux qui sont là. Vous allez vite comprendre. L'ensemble des diviseurs. L'ensemble des diviseurs juste de P, pas de N. Là, on a 1, par exemple. On a PI2. Là, on a PI1. Là, ce sera celui-là, il divise. Celui-là, il divise. Et celui-là. Ils sont tous là. Donc, c'est l'ensemble des... Là, c'est alpha I2 fois alpha I1. C'est un volume. Le nombre de diviseurs. Si on veut compter les diviseurs de P, c'est alpha I2 fois alpha I1. Le nombre de diviseurs de N, donc, c'est le produit d'alpha IK. Donc, on va écrire ça, sigma N. Sigma N, ça sera le nombre des diviseurs, on va dire c'est le produit, et alpha IK. Bon, ça peut se démontrer rigoureusement, il n'y a même pas besoin d'aller aussi loin. Non. Il n'y a même pas besoin d'écrire de pyramide pour y arriver. Et comme ça, on est encore plus général, directement dans la pyramide, c'est visuel. Produit des I à N d'alpha IK. Si un intérêt de descendre dans des pyramides, c'est que c'est visuel, ça va plus loin, je veux dire. On peut faire ça quelle que soit la base de nombre premier, même à support infini, on peut rigoler. Et on peut aller plus loin, ça devient géométrique. Donc, produit de 1 à N d'alpha IK. Alors ça, c'est l'ensemble des diviseurs du nombre N qui est là. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Non. Parce qu'il manque un truc. On va tout de suite là. Là, j'ai fait une erreur. C'est un produit de 1 plus 1. Alors pourquoi plus 1? Produit de alpha IK plus 1. Parce que là, je veux dire, là, c'est 2, quoi. Je veux dire. Là, 1, c'est, je veux dire, quand on prend 1 ici, imaginons P, c'est égal à, donc, P alpha I1, c'est égal à PI1, puissance 1, genre 2. Et celui-là, c'est puissance 1, 2, 3. Quand j'écris 2, c'est-à-dire que là, on voit 3, et là, c'est 2. Parce que c'est à partir d'ici, là, que ça compte. Et là, c'est pareil. Je vous laisse vérifier. Donc, c'est P. Donc, on va dire, je vais le réécrire, parce que là, c'est pas très clair. Sigma de N est égal au produit de 1 à N, des alpha IK plus 1, avec les alpha IK qui sont ici. Ça, c'est dans ton sigma N. Alors, bon, tout de suite, bon, ça simple. Donc, là, on a un pavé. Et quelle que soit la dimension, ça sera... Genre, si on va en dimension 3, ça sera un parallélépipède, comme on dit. Dimension 3. Et au-delà de ça, ça sera un hyperparallélépipède, comme les hypercubes, mais sauf que, bon, les côtés ne seront pas tous égaux. Ça sera donc des parallélépipèdes de dimension supérieure. Et ça restera des hyperparallélépipèdes.
Et donc ça, c'est bien la formule de volume d'un parallélépipède, c'est juste le produit des côtés. La dimension n, donc, l'ensemble des diviseurs d'un nombre p, d'un nombre n plutôt, dans une pyramide, l'ensemble des diviseurs d'un nombre n dans une pyramide. Donc on va retourner là, on a notre dessin de pyramide, on a notre point. L'ensemble des diviseurs, ça sera un parallélépipède inscrit dans la pyramide, qui touche le point par un coin, et qui dévoue. J'espère que vous le visualisez parce que je vais avoir du mal à le dessiner. En 3 dimensions, j'arriverai encore, bon là ça va être difficile. Donc ça reste assez simple. Ça c'est pour notre diviseur. Alors bon, quand on voit tout ça, bon ok, il n'y avait pas besoin de pyramide pour arriver à ça. Bon, ok, ça reste assez simple. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Vous allez aller plus loin? Bon, je me rends compte que j'utilise plus le quadrillage. Le quadrillage, c'est précieux. Je me suis acheté du nouveau papier. Le quadrillage, ça reste assez précieux. Je vais plutôt mettre ce papier-là. Je vais mettre ce papier-là. Ici, là. Je mets ça ici comme ça. Hop. C'est un papier blanc, ça sera plus simple, ça beaucoup trop moins. Cadrage, je cadrerai pour quand j'aurai besoin de faire des carreaux. J'ai acheté le cadrage pour quand j'ai besoin de faire des carreaux, mais là, je fais n'importe quoi, là, j'ai pas besoin de carreaux. On va faire sans cadrage. Alors, on va repartir sur donc l'équation du plan. Une équation de plan. Alors, déjà, on va revenir sur ce qu'on a dit au départ, sur les supports finis, tout ça. Donc maintenant, dès qu'on parlera de nombre entier, on dira n. On partira sur un ensemble de nombres premier P. Ensemble de premier P, veut dire, ça veut dire P1, P2, P infini ou pas. Un ensemble de premier infini ou pas. Ils sont ordonnés. On va dire que c'est un ensemble de nombres premiers, mais c'est juste un ensemble de nombres. On va dire comme ça qu'ils sont premiers. On va juste pas en dire plus. Ça pourra justement ne pas être des nombres premiers, ça peut être des nombres irrationnels, tout ce qu'on voit. Donc on prend un ensemble de nombres P1, P1 strictement ordonné, qui respecte certaines propriétés de liaison ou pas, comme on a défini dans des cours différents. Et cet ensemble de premier P va définir la pyramide. Cet ensemble de premier P qui définit la pyramide, on peut considérer que c'est également un ensemble de base, on peut l'appeler B de temps en temps. Pour considérer que c'est l'ensemble de base de la pyramide. Donc si c'est l'ensemble de base B1, B2, indifféremment, si on peut faire une notation ou l'autre. Et on pourra également utiliser une autre type de notation qu'on appelle l'ensemble de notation des pentes. Donc au lieu de prendre ça, on peut prendre comme notation l'ensemble de notation de pente. C'est pour ça que là j'arrive à P. Et ce qui m'ennuie, c'est que pente, bon, on a déjà P pour premier, on a B pour bas. Si on remet P, ça sera un peu chiant quand même. Il faut trouver une autre notation pour pente. On peut dire l'ensemble des pentes, on va l'appeler PT, l'ensemble PT des pentes. Si on prend un ensemble de PT de pentes, on va l'appeler, on va donner un autre truc, on va faire des pentes alpha 1, alpha 2, alpha infini par exemple. C'est infini, c'est pas un alpha. Un ensemble de pentes P1. Cet ensemble de pentes, donc c'est pareil, sauf que pour une pyramide par dimension 2, qui est définie par une base B1, B2 par exemple, B1, B2, elle s'est définie par contre en dimension, par une seule pente, hein, la pente qui est ici. Là, il y a besoin de 2 dimensions pour définir la pyramide, là, une seule pente, la pente qui est là. Et pareil, si je vais en dimension 3, je rajoute une base P3. Alors là, vous allez dire, ouais, mais là, c'est bon, là. Il y a 3 dimensions, là. Alpha 1, alpha 2, alpha 3. Non, en fait, il n'y en a pas 3. Il y en a bien 2. Parce qu'on a alpha 1, alpha 2. Et la troisième, on peut dire, c'est un rapport des deux, quoi. Et en fait, là, c'est égal à ln de B1, B2, par exemple. Ou l'inverse, bon, c'est pas très grave dans quel sens. Hein. On va dire, imaginons que c'est ln de ln sur ln de B2. On va dire c'est égal ln de B2 sur ln de B3.
Là, on va dire c'est ln de B3 sur ln de B1. Et c'est pareil en dimension n. Donc, en fait, ou sinon, c'est l'inverse. On ne rappelle jamais trop. Et donc, pour B1, B2, B infini, on peut encore définir un rapport de ln de B1 sur ln de B2, ln de B2 sur ln de B3, comme ça, bon. Mais en sachant que deux suffiront, hein, parce que la troisième, quand on en a deux, la troisième est déterminée par les deux autres. On peut très bien donner les trois, si on peut le faire. Mais en dimension n, bon, ça sera comme ça aussi. Et après les rapports de pente, on peut considérer qu'il est de faire ces rapports comme ça. ln de B1 sur ln de B2, ln de B3 sur ln de B2. Et donc, on peut considérer que le rapport de pente qu'on peut choisir, c'est... on les met toutes sur B1, par exemple. ln de B1 sur ln de B1, ça fait 1. Alors, dans ce cas-là, on peut les écrire comme ça. Imaginons l'ensemble de pente PT là, de B, on peut partir de ln de B1 sur ln de B1, ln de B2, la deuxième, on va choisir ln de B2 sur ln de B1, puis ln de B3 sur ln de B1, puis exactement. Donc, on aura bien un ensemble. Là, si là, ils sont ordonnés, là. Et ils seront ordonnés aussi, jusqu'à l'infini, ln de B infini sur ln de B1. Avec le premier ln de B1 sur ln de B1, qui vaut 1. Et le 1, on s'en fout à la limite, parce que 1, c'est 1. Parce que 1, il n'influe pas sur le choix. Enfin bon, ça pourrait être utile peut-être dans des aspects plus larges, qu'on peut voir plus loin, si on veut. Mais pour l'instant, on va dire que celui-là, il est utile ou pas, on peut laisser ça ouvert, c'est là qui veut le mettre. Et ln de B1 sur ln de B1, ln de B2 sur ln de B2. Ça, c'est définir par les pentes. Et donc, quand on a notre ensemble qui est défini comme ça, ça c'est l'ensemble, regarde, ça c'est la pyramide, qui pour l'instant est juste un groupe multiplicatif. Pour l'instant, on en reste à le groupe multiplicatif. Notre pyramide, elle est définie comme ça, elle est quoi alors, ça c'est notre pyramide. Alors dans ce cas-là, un nombre n qui appartient à la pyramide. On va partir, pour l'instant, on reste sur la base. Dans la base, donc celui-là ou celui-là, on va définir n par alpha 1, alpha 2, alpha infini, quoi. Et par un ensemble de nombres comme ça. Alpha 1, alpha 2, ça c'est notre nombre n. Donc ça peut être 0, 1, 2. Ils appartiennent tous à Z. Les alphas. Donc 0, 1, 2, ou ça peut être moins 3, moins 4. Qui est donc défini pour chaque nombre, la puissance qu'il aura. Donc ça reste un vecteur de nombre appartenant à Z. Ou n, si on préfère. N, on met n. Là, par contre, c'est bien le vrai n, le vrai z, le truc classique. Pour l'instant, on ne sait jamais. Ouais, n, 2, 5. Pour chaque nombre, il y aura certainement surtout 0. Pour l'instant, si on a un support fini, c'est que, quand on dit support fini, c'est-à-dire que le nombre de termes qui sont non nuls est fini. C'est soit tous infinis, il y en a quelques-uns qui ne sont pas finis. Ils sont tous nuls plutôt, mais il y en a quelques-uns qui ne sont pas nuls. Et le nombre qui n'est pas nul, c'est un nombre fini. C'est comme ça qu'on construit les nombres la plupart du temps. Après, c'est pas évident. Nous, on a toujours construit les nombres antinaturels à support fini, il faut le savoir. Mais c'est pas évident. Ça nous paraît évident comme ça, mais c'est pas évident. Est-ce qu'on peut étudier les nombres les entiers comme ça définis simplement avec les ensembles premiers classiques? Et déjà, support infini, déjà, ça serait déjà un truc de plus. Là, tu l'utilises en support infini, déjà, tu en as déjà beaucoup plus. Tu en as déjà beaucoup plus. En gros, donc, support infini, on le fait en série. Donc, on fait par exemple 2 sur 3, fois 5 sur 7, fois 11 sur 13. Si on fait ce produit-là, par exemple, on prend chaque nombre au premier, comme ça, on les met tous. Là, c'est un support infini, on est d'accord. Là, on va obtenir un nombre à support infini. Ce nombre, étant donné que ça est inférieur à ça, ça inférieur à ça, ça inférieur à ça, ça inférieur à ça, qu'il est positif, c'est un produit positif inférieur à 1, on aura un produit de alpha i, et les alpha i sont tous inférieurs à 1, mais ils sont plus grands que 0. C'est un produit qui sera inférieur à 1. Donc c'est un produit qui, en plus de ça, il
il va tendre, c'est un produit qui va décroître. Je ne veux pas dire qu'il tend vers 0, là je ne sais pas, mais c'est un truc qui décroît, qui est minoré, qui est majoré, donc il va tendre vers une limite. Donc ce nombre existe. Ce nombre, il existe dans un espace complet. C'est-à-dire que c'est un nombre réel. On va trouver un nombre qui existe, il peut être réel ou irrationnel, ou rationnel, rationnel ou irrationnel, il peut être les deux. En tout cas, dans l'ensemble des nombres réels actuel, il existe ce nombre. Ce nombre est un support infini. Et donc ce genre de nombre à support infini, on peut les définir. Une pyramide à support infini, on peut définir un nombre qui est comme ça. Donc on peut définir des nombres théoriquement irrationnels. Celui-là alors, est-ce que celui-là particulièrement, je vais regarder tout de suite, celui-là, que je ne fasse pas d'erreur, je sais qu'il est connu, on l'étudie celui-là. Je vais essayer de le voir tout de suite moi-même, hein, mais produits infinis, il y en a qui sont connus. Je ne me rappelle plus. Là. Ça fait longtemps que je suis un peu rouillé. J'ai déjà dit qu'il était rouillé. 2 minutes. Je ne sais pas trop là quoi vous dire. Hein. Je ne vois pas. On va essayer. J'essaie de calculer rapidement dans Excel. En fait, ce nombre il tend vers 1 déjà. C'est un nombre qui tend vers 1. Ça c'est simple à voir. Sinon, on fera ça le prochain coup, utilise cette valeur-là particulièrement. Parce que là, j'aurais du mal. Hein. Si je ne me rappelle plus. Bon, en tous les cas, bon, ça s'étudie. En tout cas, sinon, on peut en faire d'autres. Je veux dire, parce que là, c'est pour avoir un bon exemple. Mais si on prend par exemple un bon exemple, je vais vous en donner un autre qui est ici, là. Parce que j'aime pas trop dire des choses fausses, j'ai pas trop envie. Genre, c'est un truc vrai, là, qui est sûr, qui est ici, qui est devant moi. 2 minutes, je le cherche. Je l'avais il y a 2 minutes. Merde, il était là. On va partir sur une formule de Euler, sur justement le premier. Et là, on a pi sur 2 qui est égal, par exemple, au produit. Si on prend le produit pi sur 2, on a une formule de Euler, pardon, pi sur 2, qui est égal à donc 2 fois 2 sur 1 fois 3, multiplié par 4 fois 4 sur 5 fois 7. Plus, après, il y a des erreurs. C'est toujours Kn qui c'est le produit de Wallis, c'est pas Euler. Bon, en tout cas, dans le produit de Wallis, je veux le chercher vérifier. Le produit de Wallis, c'est un truc qui est fait comme ça. Donc, c'est un support infini. Qu'on va jusqu'au bout, on peut trouver un support infini des trucs. Hein. Support infini, comme ça, produit, pas, mais on obtient sur un nombre irrationnel qui existe. Donc, si on prend un truc plus large, on peut les finir des nombres irrationnels. Est-ce qu'on les a tous après? Je ne sais pas. Ça, c'est un truc à étudier. Hein. Je sais pas, ça s'étudie. Et on va essayer de faire ça petit à petit. Donc, support infini. On en est là. Alors, on repart là-dessus. Donc, là-dessus, sur notre histoire, là, sur notre base, donc, on va définir un nombre n comme un vecteur, simplement, un vecteur. Et donc, on a deux nombres, par exemple, alpha 2, alpha infini. Ça, c'est le premier nombre. Et le deuxième, c'est bêta 1, bêta 2, bêta infini.
Ça c'est notre nombre n, et ça c'est notre nombre m. On peut considérer qu'on peut faire des opérations. Et donc on va dire que n multiplié par m, c'est donc égal à alpha 1 plus bêta 1, alpha 2 plus bêta 2, alpha comme ça. Donc on fait juste une sommation simple. C'est n fois n. Et si par contre on cherche n divisé par n, l'inverse, c'est alpha 1 moins bêta 1. Vous avez l'idée. D'un côté on ajoute, on somme, on multiplie, on divise. Là c'est les exposants. Alors notre ensemble des diviseurs, donc c'était... et donc on va repartir, après je disais l'équation de l'hyperplan, c'est ce que je disais, on va partir là-dessus. Donc un hyperplan en dimension n, c'est défini par... Je vais mettre des alphas à nouveau, mais c'est pas les mêmes qu'ici. On va dire c'est... on va mettre... on va dire c'est alpha, on s'en fout. C'est alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus alpha 3 x3 plus alpha n xn hein, égal à lambda. Ça c'est un hyperplan. Lambda c'est parce que c'est un truc affine, sinon on aurait mis 0. Sinon je peux mettre égal 0. Ça, c'est l'équation d'hyperplan. En dimension 1, avec les ln des pentes. Si on prend par la dimension 2, on aurait y qui est égal à x fois ln de bêta 2 sur ln de bêta 1, par exemple. C'est moins x, plus lambda, par exemple. On peut faire un truc comme ça. Pour considérer qu'on aura ln de bêta 1 y est égal à non, plus x ln de bêta 2 qui est égal à lambda par exemple, ou moins. Voici ln de bêta 1, on aurait un truc comme ça. Donc on aurait en fait ça se démontre qu'on avait fait ça dans notre cours, et tôt ou tard on aura un truc, si on aura ln de bêta 1 x plus ln de bêta 2 y plus ln de bêta 3 z. Donc, enfin, on va mettre x2 là plutôt. x1, x2, x3 égale lambda. C'est un truc comme ça. Et lambda, c'est la valeur. Donc si on prend notre truc n d'ailleurs, on va l'écrire vraiment bien, hein, comme ça on va bien le faire. Imaginons que n est égal au produit, aussi vraiment bien, de P1, de PI, de I égale 1 à K, P puissance infinie. Donc avec cette division-là, ce coup-ci, l'ensemble des PI est inférieur à n. On va dire, on a donc P1 qui est inférieur à P2, qui est inférieur à P3, qui est inférieur à PK, qui est strictement inférieur à n, et qui est inférieur donc à PK plus 1. Ensemble en premier, n il est situé là. N est là, n est là, n est là. N, dans ce truc-là, on a ln de n, qui est égal à somme de i égale 1 à k, de alpha i, ln 2 et i. Somme. ln de n est égal à somme de i égale à k de alpha i ln de pi. Qui est le truc qui est ici. Avec le lambda qui est égal à ln de n. Alors vous allez me dire, ouais, mais là, tu as un alpha i, t'as pas bon. Et k, alors k, c'est quoi? C'est la dimension de la pyramide. Ah, tout de suite, on a un souci. Tout de suite, on a un souci. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, on va le faire tout de suite. Un hyperplan est censé être de dimension moins 1. En gros, par exemple, en dimension 2, une pyramide de dimension 2, B1, B2, l'hyperplan est de dimension 1. Donc il y a une seule pente. Et là, donc,
n, on a pk, la dimension de la pyramide pour définir n est donc de dimension k. Donc l'hyperplan est de dimension k-1. C'est-à-dire que si on reprend sur l'exemple 2, on aurait par exemple P1 inférieur à P2, qui est inférieur à n, qui est inférieur à P3. n défini par P1, P2, n défini par P1, P2, et pas par P3, ici. P1, P2. Tant qu'on prend des exposants, d'ailleurs, positifs, n sinon il peut être défini par un exposant. Pour l'instant, on reste sur les exposants positifs. C'est pour ça que le n il est entre P2 et P3, P1, P2. Et donc, la n, P1, P2, est d'accord. Dans notre histoire, on aurait donc le truc est comme ça. Ln alors, on aura le truc qui est ici, comme ça. Donc, c'est normal. Hein. On a bien... en fait, c'est ça. On a bien K, mais ça définit un hyperplan de K-1. Alors, quand on prend la définition de l'hyperplan, on a bien les n coordonnées pour définir un truc de n-1, donc c'est normal. Donc là, on a ln de n, somme de i égale à 1 de alpha i, ln de pi. Donc, on pourrait considérer que les alpha i, qui sont ici, comment dire, les alpha i sont des inconnus. Dans le sens où si on prend... même pas. Je ne sais pas pourquoi je l'ai enlevé, je suis désolé. Alors, c'est parti. On en est là. Donc, si je prends l'ensemble des x qui est égal à n, qui est égal au produit de k égale 1 à elle est là. Produit de i égale 1. De i égale 1 à k de pi puissance alpha i. On va chercher l'ensemble des x qui appartient donc à la pyramide de base truc. On va chercher l'ensemble des x. On va chercher l'ensemble des éléments déterminés par la pyramide avec x égale n. S'il y a unicité de la décomposition, il n'y en aura qu'un, c'est n. Donc on aura celui-là. S'il y a unicité. Pour qu'il y ait unicité de la décomposition, j'ai déjà dit, c'est vraiment une question des pentes. En fonction des pentes, si elles sont rationnelles ou irrationnelles. C'est ça qui est étable. Si toutes les pentes sont irrationnelles d'une certaine manière, bon, il y a unicité de la décomposition. Pour des valeurs entières. Maintenant, si on prend la pyramide, mais dont les valeurs ne sont pas ni dans n ni dans n, mais les valeurs alpha i, on prend une base b, la même, on prend exactement la même base, et les valeurs qu'on prend en alpha i, on peut prendre n'importe quel nombre réel. Donc on va prendre la base b, qui donc égale à la même, donc l'ensemble des pays. Donc là, on va prendre la base b, ou la base p, c'est la base p, on va dire. Je dirais qu'on utilise p. Excusez-moi, je suis un peu bordélique. On prend l'ensemble des pays comme ça. Et ce qu'on va définir en ensemble, on va l'appeler S. Voilà, c'est l'ensemble des produits. L'ensemble des produits de PI puissance alpha I. I égale 1 en l'infini. On va bien rigoler. Et avec les alpha I, l'alpha I, donc on va prendre tout ce qu'on veut. Alpha I, on les prend. Donc en gros, on va définir l'ensemble des produits possibles, hein, comme ça. Bon, j'ai fait ça à la bonne franquette, j'ai pas écrit tout. Et c'est juste pour vous des idées. Si on prend l'ensemble de tous les produits comme ça, ça signifie quoi? Bon, ça, donc, on va prendre notre espace vectoriel, tout simplement. Ça va être l'ensemble des points de l'espace. Hein. On va prendre l'ensemble. Imaginons que j'ai un nombre, il appartient à ça. X. Imaginons que je peux écrire X comme produit de I égale 1 à l'infini de pi puissance alpha I. X, je peux les définir comme ça, avec l'ensemble des alpha I qui appartient à R, c'est chacun, donc sinon vous mettez à l'infini comme vous préférez. Et
Donc on prend une suite alpha i d'éléments qui appartiennent à R. On prend une suite. Tous les alpha i à par R. On prend les produits de I, 1 égale l'infini de pi puissance alpha i. Ça converge ou pas d'ailleurs. Hein. On prend le x là. Avec le x qui converge ou pas dans l'ensemble des nombres réels, à la limite on s'en fout. X, ce nombre-là, comment le définir alors? On considère que dans notre histoire, en fait, x, ses coordonnées, c'est alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha infini, je veux dire. C'est juste un nombre vecteur. Finalement, c'est juste un vecteur, x. X, c'est le vecteur, donc on est alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha infini. C'est juste un vecteur. Et ce nombre-là, ce vecteur, qui a donc des valeurs réelles, c'est juste x, on va prendre x, un vecteur, donc de R infini. Et ça existe. Donc on prend juste x qui est un vecteur de R infini. Ça ne converge pas d'ailleurs. X d'un R infini, on pourra le placer. C'est difficile de visualiser R infini dans sa tête. À la limite, on peut l'imaginer à support fini si on a du mal. On prend x un vecteur à support fini. Donc on prend x, on le met quelque part. Si on préfère travailler à support fini parce que c'est plus simple, on peut travailler à support fini. Donc x, imaginons x, on appartient à Rn. Ou RK. Donc on prend x ce coup-ci. On prend un RK. Donc on peut repartir sur RK. Parce que N était dans. Donc on prend x appartenant à RK. Alors là, on peut le placer. Donc l'ensemble des x dans RK qui valent ça, on le sait déterminer. Et c'est exactement ce qu'on a fait ici. Ce qu'on a fait là. C'est l'hyperplan, tout simplement. Donc l'hyperplan de la pyramide. Hyperplan de la pyramide de base. P1, P2, PK. Et K. K qui est donc là, et après PK plus K. Donc l'hyperplan de la pyramide défini par P1, P2, PK. Cet hyperplan de valeur n, donc qui a pour équation ln de B1 x1 plus ln de B2 x2 plus ln de Bn, bon, et qui est égal à... Je vais la réécrire l'équation. Je vais faire ici. Alors, un peu de clarté, ça va avoir. Alors si on prend, donc, maintenant on va travailler la RK, donc on prend notre n, c'est donc toujours le même, le produit de I égale 1 à K de PI puissance alpha I. On a donc P1, 1 qui est inférieur à P1, qui est inférieur à P2, qui est inférieur à PK, qui est inférieur à N, qui est inférieur à PK plus 1, qui sont des nombres premiers. On peut les imaginer classés, on peut mettre 2, 3, 5, sinon on peut mettre autre chose, mais bon, c'est des nombres premiers. N est égal à ce produit. On va considérer que la décomposition est unique, donc que les pentes sont donc irrationnelles d'une certaine manière, et donc c'est au-delà de l'irrationnel, il faut que je fasse vraiment bien le cours là-dessus. Donc on va considérer les pentes qui aboutissent donc à une décomposition unique. Donc on choisit des pentes comme les pentes classiques des nombres premiers classiques, aboutissent à une décomposition unique. Donc on a N est défini comme ça. N, donc on travaille dans une pyramide, donc P, pyramide de dimension 4. Les bases sont ça. Les bases c'est P1, P2, PK. Ça c'est la base. Ça n'est pas dans la base. Comme ça on travaille à support fini. Et donc cette pyramide, le point N est sur l'hyperplan de la pyramide. Et si on prend, ce coup-ci pas la pyramide, on va dire une extinction de pyramide, on va juste prendre RK, l'ensemble RK, tout simplement, en produit, défini par, donc, comme ça, l'ensemble des RK, l'ensemble des X, si on prend l'ensemble des X appartenant à RK, les X égale alpha 1, alpha K, dans RK. Si on prend X, qui appartient à RK comme ça, pour que X vale N, et X, la présence, c'est un vecteur de RK, mais AX, on associe, donc, AX qui est là, on va associer X, donc, qui est égal au produit des PI, puissance, là j'ai mis les mêmes alpha, c'est ça qui est bien, mettre bêta. Donc, X est égal à bêta 1, bêta 2, bêta K, pour que X puisse produire des alpha, des bêta I, c'est X, à K. Ça va exactement la même valeur en termes de nombre réel que N, qui est égal au produit des PI puissance alpha I.
est égal à n. Alors que ça détermine que ça respecte l'égalité, qu'on pourrait dire somme de 1 à k des BI ln de PI est égal à n. Qui d'ailleurs, qui vaut somme de 1 à k de ln de alpha i, voilà, bêta i, oh, je vais déjà inversé, alpha i, ln de pi, bêta i, ln de pi égale à n, quelle est alpha i, ln de pi. Et donc, pour que x, ça c'est les coordonnées, ça s'appelle des inconnus, c'est on va chercher un espace solution. Donc l'espace solution, l'ensemble des x qui vérifie ça, c'est l'ensemble des x, on peut remplacer par xi, on va remplacer tout simplement par xi, c'est somme de 1 à k de xi, ln de pi, est égal à, là c'est pas n, c'est ln de n. ln de n. Somme de xi, ln de pi égale à ln de n. Donc l'équation de l'hyperplan. Donc l'hyperplan, c'est l'équation valeur de tous les nombres qui ont la même valeur. Qu'on les tente, donc, ce coup-ci, aux valeurs non plus entières ou discrètes, mais un nombre complet R. Alors ce truc-là, somme de 1 à k xi ln de pi égale à ln de n. Ce truc-là, qui est une équation d'hyperplan, là, on avait un nombre unique. Là, on n'en a pas qu'un, on en a une infinité. Imaginons que je ne suis pas parti sur arcade, juste j'en mets un peu plus, je mets plus de quadrillage, je mets plus de points. Je mets Q, au lieu d'avoir juste des entiers, j'en rajoute du quadrillage, je mets plus de points. On peut faire un truc entre les deux ou pas? Hypothèse du continu, toutes ces bêtises. Est-ce qu'il existe? Bon, c'est simple, si vous rajoutez un truc, tant que ça reste discret, vous pouvez rajouter tous les pas que vous voulez. Vous pouvez toujours vous démerder d'une certaine manière, vous refaites les trucs, pour qu'il y ait quand même toujours une unicité de la décomposition. À partir du moment où il y a une unicité de la décomposition, c'est une sorte de simple. Si à un moment tu rajoutes plus de points, c'est vrai que tu peux avoir plus de trucs. Et tu peux considérer que ta pyramide, alors elle est liée ou pas. Elle devient liée. Ça pose un souci. Et donc, moi, chaque fois que j'ai une pyramide liée comme ça dans des bases entières, je vais essayer de la réduire à un truc qui est libre. Et une fois que c'est libre, il n'y en aura qu'un seul unicité de la composition. Donc là, on aura une infinité, il y en aura partout. Là, ça sera continu. Là, c'est au-delà de lier, c'est au-delà de lier. Là, c'est au-delà de lier, là, ils sont partout, là, que tu pourras plus rien faire. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, si tu rajoutes des points, tu peux rajouter une infinité de points, c'est sûr. Sauf que vu que dans toutes les étapes intermédiaires, tu peux simplifier, c'est pas utile, autant passer directement de l'entier au continu. Faire les étapes intermédiaires, ça peut être utile, bien sûr, mais c'est des illusions, on va dire. Et on passe tout de suite de l'entier n ou z au continu. Et là, on a tout de suite l'équation de plan, paf, ils sont partout. Et donc, ils sont partout. Et qu'est-ce que ça signifie? Et ça signifie que on n'a plus qu'un seul point, on peut utiliser plein juste pour une même valeur. On va faire ça tout de suite. Donc, notre truc qu'on avait là, pour revenir au point de départ, l'ensemble des diviseurs. Si on prend un nombre n, qui est donc égal au produit des pays puissance alpha i, de 1 à k, on avait dit que le produit, on avait dit que l'ensemble, le nombre de diviseurs, sigma n, donc qui est le cardinal de l'ensemble des diviseurs, le cardinal, c'est un cardinal de l'ensemble des diviseurs de n, on avait dit que c'est égal au produit de i égale 1 à k, de la même manière, de alpha i plus 1. On avait fait ça à support fini, à support infini, imaginons avec des 0, 0 ça fait des 1. Et les 1 quand on les multiplie, ça fait 1. Donc ça ne posera pas de souci, la formule elle sera très bonne, support infini ou pas. Donc sigma n, qui est d'accord le produit de 1 à k de alpha i puissance 1. En fait, quand je dis support infini, ça posera quand même un problème de convergence s'ils sont tous non nuls, c'est-à-dire s'ils sont tous... quand on rajoute des 0, ça fait bien 1. Par contre, si là il y a une infinité qui sont non nuls, là, on a une infinité qui diffère de 1, bon, il faudra quand même s'assurer de la convergence. Il faut toujours, parce qu'on peut obtenir des nombres qu'on ne comprend pas. Et bon, c'était l'idée. Sigma n, produit de 1 à k de alpha i plus 1. Ça, c'est la première chose qu'on a pour n. Donc, si on prend n comme vecteur n, le vecteur n qui est alpha 1, alpha 2, alpha infini, ça c'est le vecteur.
Si on prend le vecteur comme ça, le sigma n, c'est le truc qui est là. Donc un produit de coordonnées de vecteurs. Et l'autre côté, ce qui définit pour ces coordonnées-là, on a l'équation également, la même. Donc un élément qui appartient à l'équation de Planck, qui est là, imaginons que je prends x, qui est égal à x1, xn, et x infini, x1, x2. Imaginons x, il appartient à l'hyperplan. X, il appartient à l'hyperplan, on va dire, la somme des xi, ln de pi, qui est égal à ln de n. ln de n, c'est juste une valeur. Là, c'est une valeur réelle. Parce que là, on a un truc, c'est un vecteur, ln de n. Imaginons somme des x égale à ln de pi égale à ln de n. Et on veut également que donc xi vérifie cette équation-là, également que, on va dire de 1 à k, on veut également que xi produit d'alpha i plus 1 à k. On veut que ça, on veut pas forcément que ça aille si loin. Et ce truc, on veut l'étudier. Donc imaginons que j'ai xi qui vérifie ça. Imaginons xi qui appartient à cet ensemble, et donc il vérifie ça. Est-ce qu'on peut étudier ça? C'est ça la question qu'on va poser. Là, c'est pas alpha i, donc c'est xi, pardon. Xi. Donc, maintenant, que j'ai je prends un x infini, qui apparaît à R infini, ou sinon xk, qui appartient à rk. X définit cette équation-là. Et donc, je veux étudier la fonction qui est là, qui est la fonction, donc sigma, de x. Et donc, la maximiser, la minimiser, étudier sa radiation. On en est là. Alors, c'est là qu'on va partir sur la suite. Alors, imaginons que, donc, soit x, on va rester en dimension k pour l'instant. Soit x appartenant à rk, qui est donc égal à x1, xk. Ça, c'est les coordonnées de x. x1, xk. X, c'est un vecteur de rk, ça, c'est les coordonnées de x. Tel que les coordonnées vérifient somme de 1 à k de xi, ln de pi, égale à ln de n. Ça, ces coordonnées vérifient ça. Avec donc des pi qui sont définis, comme on l'a dit, des nombres premiers, et n, c'est un nombre. Bon. Ça, les coordonnées vérifient ce point. Et donc, on va étudier la fonction r de x, qui est donc égale au produit, en valeur donc c'est bien une fonction en valeur dans R. C'est une forme linéaire ou pas? C'est pas linéaire, non, mais c'est une forme. D'une certaine manière, on peut voir, mais c'est une forme linéaire au niveau du produit. Xi plus 1, somme de 1 à k de xi plus 1. On va étudier donc la fonction r de x, qui est donc le produit de... Donc déjà, se poser une question de linéarité. Imaginons qu'on étudie r de x plus y, donc égal au produit de 1 à k de xi plus 1 plus bêta i plus 1. Ouais, bon, on ne tirera pas grand-chose de bon là-dessus. Il n'y a pas de linéarité ni dans le sens, mais même niveau multiplicatif, ce sera assez chiant quand même. Hein. Bon, alors, ici, donc bon, c'est une fonction, valeur dans R, donc c'est définie donc de RK dans R. C'est pas la fonction R de X, hein, on fait sigma, la fonction sigma définie de RK dans R, qui prend pour sigma de X, donc qui prend pour valeur, comme ça. Non, notre sigma. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus? On va étudier ces dérivés partiels. Imaginons xi, des ronds R de x. Je dis R, mais c'est sigma. Des ronds sigma de x, celui que j'écris mal à la fin, je prononce mal.
Là, c'est le produit de I de 1 à K, différent de I, on va dire. On va pas mettre I là, on va mettre J, parce que sinon on va pas y arriver. Différent de J, de XI plus 1. Produit de I égale 1 à K, différent de J de XI plus 1. Fois plus. Plus, donc je fais U'V, ok, plus U, V'. Non, c'est de la forme. Je fais UV' plus U'V. U'V, c'est 0 fois la θ totaux. Donc si je ne me trompe pas, c'est ça. Ça, c'est des ronds X sur des ronds XJ. C'est un truc comme ça. Si je redéfinis, ça c'est. Imaginons que je fais une deuxième, là, la deuxième. Des ronds sigma X sur des ronds XJ et des ronds, on va dire, XL. Donc, produit I égale 1, différence de J, différence de L. Alors, si déjà ils ne sont pas pareils, si J et L sont différents, on obtiendra la même connerie. De XI plus 1. Si J et L sont différents, on obtiendra ça. Si par contre ils sont égaux, ça, ou sinon, s'ils sont égaux, si J et L sont égaux, alors que J n'y est plus, là. Ça qui m'a envie. Non, c'est bien. J n'y est plus, si J n'y est plus, ça fait 0. Donc on va dire c'est le symbole de Kronecker, là. JL. C'est JL multiplié par le produit de I égale 1 à K, sauf pour JL. C'est plus ça. Ça, c'est des ronds sigma sur des ronds XL et des ronds XJ. Donc, symbole de Kronecker pour JL, multiplié par un produit qui est. Alors, ça paraît étrange parce qu'il n'avait pas l'impression d'avoir calculé ça l'autre jour. Calculé un truc différent. Est-ce que je n'ai pas fait d'erreur? Ça, c'est pour sigma. J'ai calculé. J'avais fait plus compliqué le coup. Je l'ai fait, je ne me rappelle plus. Bon, c'est pas très grave. Si j'ai fait des erreurs, je reviendrai dessus. Et donc le principe, c'est quoi? On va juste faire une pause là. Je fais une pause, on revient dans 2 minutes, je vérifie que j'ai pas fait de bêtises. Ok. Non mais j'ai ça, j'ai bien fait une petite erreur. C'est pas tellement comme ça que je voulais le voir. Parce que là, comme ça a l'air simple. Bon, c'est bien joli. Là, je suis parti sur le sigma I, produit. Okay. Sauf que j'ai quand même une contrainte. Parce que j'étais en train de pas l'avoir, j'avais oublié. J'ai une contrainte de départ qui fait que l'ensemble des points XI sont tels qui vérifient ça. Donc, j'ai une contrainte qui fait que ma fonction sigma de x n'est pas définie sur l'ensemble de RK. Je vais l'étudier seulement sur l'hyperplan qui est là. Donc, il y a une contrainte entre les coordonnées qui fait que si on a somme des xi, ln de pi égale à ln de n, je vais juste vérifier que ça enregistre parce que des fois j'oublie d'écrire.
Ouais, c'est bon. Somme de xi ln de p égale ln de n, de i égale à 1k. Je peux considérer que qu'il y a au moins une coordonnée. Je veux dire, si je prends x1, par exemple, ils sont tous non nuls. De toute façon, ils sont tous, les ln, pi, ils sont tous non nuls. Hein, parce que ln de 1 égale 0. Les pi sont différents de 1. Donc, pour considérer x1 égale ln de n moins somme de 2 à k, de xk ln de pk, on est d'accord? C'est des pi. Xi, ici ln de pi de i égale 2 à k, c'est des pi sur ln de p1. Ça, c'est x1. Donc, x1, il s'écrit en fonction des coordonnées des autres. x1 s'écrit en fonction de... Donc, il y a au moins une... Quand on connaît n-1, quand on connaît n-1 dimension, on connaît la dernière. Donc, le sigma, là, sigma de x, on va dire par exemple, c'est égal à... On va l'écrire comme ça. ln de n moins somme. Là, ce que si c'est pas 1, c'est k qu'on va mettre, parce que ce que j'ai fait de l'autre côté. Donc, de 1 à k moins 1, ça sera plus évident. Somme de, ln de n moins somme de 1 à k moins 1 de xi ln de pi sur ln de pk, ça c'est xk plus 1, multiplié par produit de i égale 1 à k moins 1 de xi plus 1. Donc on a le produit de i égale k moins 1 de xi plus 1, le même truc qui est là. Et le dernier, xk plus 1, il est écrit comme ça. Ça c'est xk plus 1. Donc ce sigma de x est défini qu'en fonction de... Ce sigma de x, en fait, il est défini qu'en fonction de k-1, là. On peut dire sigma de x, les sigma k de xk-1, on peut dire, qui est l'application de rk-1 en R, et qui ce coup-ci a xk-1 étant le xk auquel on a la dernière coordonnée, donc il y a x1 xk-1 donne ce truc qui est ici, le produit qui est là. Alors, ça change quand même. Ça change parce que là, bon, on va faire les dérivés par rapport à xi, c'est pas pareil que par rapport à autre chose. Si je prends cette fonction comme ça de xi à r, maintenant on va faire des ronds r sur des ronds x. Donc je vais la réécrire comme position claire. Donc qui a pour valeur donc produit de i égale 1 à k moins 1 de x i plus 1 multiplié par... Est-ce qu'elle peut arrêter de marcher cette télépathe s'il vous plaît? n de l moins somme de i égale k moins 1 de x i ln de pi sur ln de pk. Ça c'est sigma. C'est sigma k de x k moins 1. Parce que le k qui est là il fait chier. On va pas être le k. Hop, voilà.
Moi, j'ai enlevé le K parce que quand on prend la définition de sigma dans Wikipédia, là, si on met un A, c'est pas la même définition qu'il y a là. J'enlève le K, là, bon, c'est sigma de xk-1. Bon, je sais pas si les notations sont parfaitement précises, mais c'est pas très grave, vous comprenez l'idée. Alors, produit de 1 k-1 de xi, bon, on va faire ça, donc on va étudier le même truc qu'on a fait là. Et des rondes. Alors, on va pas obtenir le même résultat, vous allez dire, mais pourquoi? Moi, je peux pas vous dire, hein, c'est pas moi l'analyste. On va dire, donc on va pas l'appeler, on va pas faire cette notation là qui est toute chiante là. On va donc, on va faire, parce que c'est pas la même fonction non plus, si. Non, c'est pas la même fonction. Non. On va appeler ça dans fonction f, c'est plus simple, f de xk quand même, parce que c'est f de x moins, non. On va appeler x moins 1. F de x moins 1, bon c'est chiant, c'est de les rondes de f de m. Allez, avec donc cette application là, on va l'appeler f, on va mettre m à la place. C'est de k moins 1 derrière, donc des ronds f de m par rapport à des ronds x, j. Ah, ce coup-ci, on fait prime v plus uv prime. Le premier, là, simple, on l'avait ici, pam, pam, pam. Produit de 1 à k moins 1 différent de j, xi plus 1. Ça, c'est u prime, v. Bon, j'écris pas les notations, hein, j'ai pas les indices, là, tout on sait ce que c'est. N de pk. U prime v plus u v prime. Et on dérive par xj. xj sont tous nuls sauf ln de pj. J'ai pas fait l'erreur, c'est un truc comme ça. Et donc tout de suite, on peut considérer ce qui peut fermer sa gueule le télépathe, là, s'il vous plaît. Est-ce que ces commentaires sont sollicités? On a dit non. Est-ce que vous pouvez dire aux télépathes qui me veulent, qui harcèlent le pire des enfants, que leurs commentaires ne sont pas sollicités, s'il vous plaît? Elle fait différentes J. Donc différentes J, on a quoi? On a ça déjà. Plus moins n de pi sur n de pk vecteur de xj plus 1. C'est ça donne ça. De rang x sur 0j. Donc d'un côté on a le produit soit différent j, on a ça, plus truc qui est... J'ai juste fait une factorisation. Donc ce qui va nous donner donc au total, on va faire différent j seulement, on n'écrit pas les autres indices. Ça évite de surcharger la notation. Sur n de pk. Donc ln de n moins somme de xi n de pi différent de j plus moins
xj ln de pi, xj, moins 2 xj ln de pi, j, plus 1, moins ln de pj. Et le moins ln de pj, on va plutôt le mettre ici, là. Ln de pj, du côté des constantes. Je vais le réécrire parce que c'est pas très bien écrit. Donc, ce qu'on a obtenu, donc, d rond f de m sur d rond xj, on obtient donc produit i différent de j, de xi plus 1, multiplié par ln de n moins ln de pj, tout c'est sur ln de pk, ça c'est pour les constantes, moins somme différent de j, xi ln de pj, de pi, moins 2 xj ln de pj. Bon, j'ai pas beaucoup mieux écrit, mais c'est pas grave. Vous avez compris l'idée. Ça, c'est notre d rond f sur d rond xj. Et si on fait pareil, divisé par... Si on fait pareil, faire des ronds f sur des ronds x, l, des ronds xj, si on fait deux fois, des ronds xl et des ronds xj, donc on aura la même chose à faire. Alors, on va supposer d'abord L égale J d'abord. Si L égale J, on extermine tout de suite le cas. L égale J, donc des ronds XJ, des ronds F, des ronds carré F sur des ronds XJ, on fait deux fois. Le premier, la paume, il reste rien, il est mort. U' est mort, V. Ça c'est mort, ça c'est mort. Il reste moins 2. XJ est mort aussi. 2 ln de PJ sur ln de PK. Donc 2 ln de PJ sur ln de PK. Donc ça on obtient une constante, c'est L égale J. Sinon c'est L différent de J. Tiens. Celui qui est là, que l'on peut identifier à celui qui est au départ. Hein. Bon. Celui-là, là. Non. Est-ce qu'il y a une simplification qu'on puisse faire tout de suite? Bon, en tout cas, on va faire à peu près la même chose. On aurait pu faire une étape de moins, mais c'est pas grave, on vous en fout. Alors, si L différent de J, U' de différent de J, L, donc I différent de J, des ronds par rapport à quoi? Par rapport à XL, ok. Ok, X. Ok. Ln de N moins Ln de PJ moins la somme XI Ln de PI différent de J moins 2XJ Ln de PJ sur Ln de PK. Ça, c'est U'V plus U V'. On fait par rapport à XL. XL différent de J. Ils s'en vont tous, il reste XL Ln2 et L sur Ln2 K et c'est moins Ln de PL sur Ln de PK.
Les autres sont tous, c'est 0, 0, 0. Il n'y a pas d'erreur là-dessus. Ça, c'est la différence. Ce qui signifie donc, est-ce qu'on peut simplifier cette connerie? Il y a une erreur, c'est bien ça. Là, celui-là, je vais multiplier par produit de. Il y en a un, il voit, mais il reste la constante autour. Alors, produit, vous allez faire xi plus 1 différent de L. Et donc différent de J aussi. Donc on a un produit qui est ici, mais différent de J et de L. Multiplié par ça, plus ce produit. Donc ce coup-ci, on va refaire la même simplification qu'on a fait l'autre coup. C'est un produit différent de J. Donc on va factoriser par le produit différent de. C'est égal au produit de I différent de J et de L, de xi plus 1, multiplié donc par ln de n, moins ln de pj. On va tout de suite faire un. On va considérer qu'on a un 1 sur ln de pk là. On le met tout de suite en facteur, ça verra de faire les rentrées là. Le ln de pk, on le met en facteur de tout parce qu'il est tout le temps là. ln de n moins ln de pj. J'ai un stylo, il écrit un peu gros, je trouve les images. Moins la somme des xi ln de pj différent de j. Moins 2xj ln de pj. C'est le produit qui est là. Plus xl plus 1 multiplié par moins ln de pl. C'est bien parce que c'était déjà le pl. On va multiplier. Donc on obtiendra 1 sur ln de pk, facteur de produit de différent de j et de l, de xi plus 1, multiplié par, hop, ah, vous avez compris le principe, ln de n moins ln de pj. Ce coup, si on a tout de suite ln de pl, moins ln de pl, moins ln de pj, moins ln de pl, moins la somme des xi, ln de pi, différent de j et différent de l, moins 2, xj, ln de pj, et xl, ln de pl. On voit une conjecture. On va voir la conjecture qui arrive. On peut dire, comme ça calculer toutes les dérivées aussi loin qu'on veut, comme ça. Grâce à cette formule. Et c'est pas très grave. On donne aller au-delà de 2, je sais pas, ouais, des fois c'est utile. Voilà, mettre là. J'avais dit que je devais numéroter mes feuilles pour pas me perdre, j'ai encore oublié de le faire. Mais à l'avenir, il faut que je le fasse. Je numérote mes feuilles. Et en fait, c'est dans le cas où pas de vérifier. Ce qui serait intelligent, c'est que les plus éloignés, là, je vais mettre un plus loin, c'est qui sont les plus utiles. Ça serait intelligent que je fasse comme ça. Que je les numérote pour pas me perdre. Donc cette formule, en gros, on pourrait considérer que une forme de conjecture, et qu'on pourrait comme ça calculer aussi loin qu'on veut les ronds, si vous avez compris l'idée. Enfin bon, c'est parce que c'est à peu près la même formule. Alors, des ronds, si on repart là-dessus. Alors ce que l'on souhaiterait, c'est vraiment chercher une sorte de maximum. Maximum de quoi? Maximum de ce produit pour une valeur n donnée. Maximum du truc qu'on étudie à la base, le produit qui est là.
On va essayer de maximiser ce produit-là sur les parts plans. On va dire ça. Donc, on va chercher une forme de maximum. On peut imaginer que les ronds F, là, on va aller chercher nul. Et que les trucs là, comme ça, on va aller chercher négatif. Ouais, imaginons qu'on cherche ça nul. Déjà. Donc, on va réécrire les formules. Là, donc, des ronds F sur des ronds M. Parce que je devrais écrire peut-être pas, mais. Imaginons que je cherche ça nul. Des ronds F sur des ronds X. On va partir sur le gradient de F et on va imaginer qu'il vaut 0. Il vaut 0. C'est ça qu'on va chercher. Ça signifie quoi? Qu'est-ce que ça signifie qu'il vaut 0? Produit des xi plus 1, est-ce que ça peut être nul? Oui, s'il y en a un qui est nul. Pour qu'il y en ait un qui est nul, il faudrait que les xi soient moins 1. Est-ce qu'on peut avoir des xi moins 1? Oui, on peut. On ne va pas chercher des xi moins 1 en fait. On peut avoir des xi nuls. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. On peut avoir des xi nuls ou négatifs. On peut les avoir négatifs. Parce que dans la pyramide, les xi ils peuvent aller dans le négatif, il n'y a pas de souci. Mais nous, on va chercher un maximum local proche de n. Et proche de n, pourquoi on va le chercher localement? Parce que c'est plus rigolo. On va le chercher proche de n, le maximum. Proche de n. Pourquoi proche de n, je vais vous dire? Parce que n, en fait, il s'inscrit dans une pyramide de ce côté-là. Si on prend un espace, on a là, là, là et là, pour 2 dimensions. L'ensemble des entiers naturels se situe ici. S'il y avait 2 dimensions dans la pyramide, n, il serait là. Là, c'est positif, là, c'est positif. Là, c'est plus, plus. Là, c'est plus, plus. Là, c'est plus, moins, moins, moins et moins, plus, on va dire, par exemple. Ou l'inverse, enfin, bon, j'ai peut-être inversé. Et vous avez l'idée. En fait, là, c'est plus, plus. Et là, c'est plus, plus. Là, c'est moins. Ça dépend dans quel sens on met les ordonnées des abscisses avant. Mais bon, vous avez l'idée. Les entiers naturels se situent dans un endroit où tous les exposants sont toujours positifs. Tous les xi sont tous positifs. Donc, entier par plan, en 2 dimensions. Si j'ai 2, 3, là j'ai 2, j'ai 3. Un entier naturel, il sera ici, il sera n. Là j'ai plus, plus. Et là, sur l'hyperplan, les trucs qui sont ici, là j'ai plus, plus. C'est-à-dire plus, le premier c'est celui-là, et le deuxième c'est celui-là. Moi je commence par les ordonnées, pas par les abscisses, parce que je suis un rigolo, et que je commence par 2, le 2 je le mets là, c'est comme ça. Plus, plus. Là, ça serait du moins, plus. Et là, c'est du plus, moins. C'est ce qui est ici. Et s'il était ici, là, ça serait moins, moins. Mais là, le n qui est là, donc il y a plus, plus, il y a moins, plus, et il y a plus, moins. En gros, un truc qui serait ici, il aurait un exposant négatif en 3. Ah non, en 2. Oh, ouais, excusez-moi. En fait, c'est l'inverse. Excusez-moi, justement, j'ai écrit là. Un truc qui serait ici, c'est en 2 qu'il aurait un exposant négatif. Ici. Et là, en 3. Enfin, vous avez l'idée, hein. Donc, je pourrais chercher sur tout le truc. Mais déjà, si je cherche sur tout le truc, des ronds f égale 0, je trouve x égale 0, déjà ça marche, c'est sûr. X égale moins 1. Imaginons que je ne cherche pas ici, que je cherche donc là, le minimum. X égale moins 1, ça ne marchera pas ici. On est d'accord. Pourquoi faire ça? Comme ça, un peu moins. Après, c'est vrai qu'on pourrait chercher des maximums un peu plus loin. Hein. Je ne sais pas ce qu'on va faire avant. Donc, on va définir, on va considérer les xi tous plus grands à 0. Moi, c'est plus ça. Est-ce qu'ils peuvent valoir 0? Oui, ils peuvent valoir 0. Donc, on ne va pas faire plus grand ou égal à 0. Xi plus grand ou égal à 0. Donc, là, ils sont plus grands que moins 1, je veux dire. Ils sont plus grands que moins 1, ça c'est sûr. À partir du moment où ils sont plus grands que moins 1, xi plus 1 est supérieur à 0. Et on change des ronds F sur des ronds X égale 0, donc c'est plutôt de l'autre côté qu'on va aller. Dans ce cas-là, on aura ln de n moins ln de pj moins somme des xi ln de pi i différent de j moins 2
xj ln de pj sur ln de pk qui est égal à 0. C'est égal à 0, bon, sur le dire, on s'en fout, hein, déjà, c'est pas lui. Et donc, on a ce truc-là. Et c'est le gradient qui est nul. Donc, ils sont tous, pour tout j, tous. Donc, on va dire pour tout j, on a ça. C'est l'équation. Pour tout j, ça c'est nul. On va chercher ça déjà. On va chercher un gradient nul. Pour tout j, ça c'est nul. N depuis ln. Je regarde ces équations-là. Or, ce qu'on avait, c'est déjà, on avait une équation, comment dire. On avait déjà la somme des xi, ce qu'on savait, c'est qu'on avait déjà un truc comme ça qui était nul, non? Ou qui était quoi? Qui était, ce qu'on avait, c'est, on avait déjà une contrainte quand même, on n'est pas débile, hein? On sort pas de, on tente pas, on ne veut pas de naître, hein? On avait déjà une contrainte. Ln de n moins somme de xi et n de pi. On savait que ça c'était nul, ça, on le savait déjà. On était déjà au courant, ça, on nous avait dit à l'époque. Ça c'était nul déjà. On peut déjà tous les annuler ici. Donc il nous reste ln de pj moins 2xj ln de pj égale 0 pour tout j. Ça c'est la première contrainte. Donc pour tout j on aura ça. Sauf que là c'est pas 2, là c'est 1. Que le deuxième il est parti ici. Donc pour tout j, ln de pj moins xj ln de pj égale 0. Et ça peut pas être ln de pj. D'accord. Ça nous pose un souci tout de suite. Hein. Il nous emmerde là. Qu'est-ce qu'il nous fait, c'est con. Donc on a xi égale. On a un problème là quand même. Là c'est pas possible. Là, xj égale 1. C'est xj égale 1. Hein. Je suis pas sûr de ça, vous n'avez pas trouvé ça tout à l'heure. En même temps, c'est logique. Hein. Si on prend si on prend pour tout j pour tout j xj égale 1, ça signifie quoi? On va vérifier en dimension 2 pour voir si c'est la meilleure solution. On va aller tout de suite à la dimension 2. Je veux un truc comme ça. Là. Je cherche à définir quoi déjà. Ce qui va pas. Non. Tout de suite, là, il y a un truc qui me rappelle. Alors, il faut que je réfléchisse à nouveau. Verrou F, ça c'est verrou F. Ah, c'est moins ln de pj. Là, moins ln de pj moins xi ln de pj égale 0.
xy moins 1. Bon, avant d'étudier les maximums, tout ça, on va resimplifier cette merde. Alors, des ronds F sur des ronds XJ, on va dire que ça vaut produit de I égale I différence de J de X I plus 1. ln de N moins somme de ln de... Ça, on a dit... c'était bien notre contrainte de départ, on n'est pas débile, hein, je sais pas. Ça devient somme de xi ln de p est égale à ln de n. Ah non, ben oui, ben voilà, c'était ça l'erreur. Ben oui, eh non. C'est pour ça que je disais un truc. Notre contrainte, c'était pas ça, parce que là, c'est un k-1 la somme. Là, c'est une somme jusqu'à k-1. C'est pour ça que c'est important d'écrire les indices, sinon on ne comprend plus rien. C'est jusqu'à k-1 la somme. Ici, c'est pour ça que ça n'allait pas. Donc ici, quand on pense, qu'on voit le truc comme ça, ln de n moins somme de xi, c'est pas ça, ça vaut pas 0 hein, déjà. Ça vaut xk ln de pk. Celui qui avait disparu. xk ln de pk, il y avait bien une erreur. Tout ça, c'est fou. Vous ne comprenez pas, j'étais un peu perdu. xk ln de pk, il reste encore le moins ln de pj. Moins 2 xj ln de pj. Et tout ça, on va dire, sur ln de pk. Ça, c'est des ronds f de m sur des ronds j. Tout en sachant que dans le vecteur m, il n'y a pas de xk. On l'a rajouté parce qu'on le connaît. Hein. Sinon, il n'y était pas. Rond fm sur des ronds xj, c'est donc ce truc-là. Donc là, il y a xk ln de pk moins ln de pj moins xj ln de pj sur ln de pk. Ça, c'est des rangs f sur des rangs xn. Je ne sais plus où j'en suis là. Je cherche quoi ah oui, à chercher si ça pouvait être nul. Donc si ce truc est, soit ce truc est nul, on va dire, imaginons que c'est pas celui-là qui est nul. Dans ce cas-là, c'est celui-là qui est nul. xk ln de pk, ouais, donc c'est ce qui sortirait. Si ça c'est nul, alors pour tout j, c'est nul pour tout j. Pour tout j, xk ln de pk égale à ln de pj de xj plus 1. Le fameux xj plus 1. Pour tout j, xk ln de pk est égal à ln de pj donc xk égale à xj plus 1 multiplié par ln de pj ln de pk entre j. Or, ce qu'on sait, c'est qu'également xk égale à ln de n moins somme de xk xj xi ln de pi. C'est xk.
Si on fait la somme, ça, imaginons, on va rigoler. Hein. Somme de xk de j égale 1. Combien on pense? Comment ça? Somme de j égale a à moins 1 de xk. Tiens, somme de j égale a à moins 1 de xj et n de pj. Multiplié par 1 sur n de pk. Plus 1 sur n de pk. De. Excusez-moi, je me mets dans le tableau, mais je ne suis pas encore professeur. Somme de j égale 1. Je vais le mettre là.